Pendant longtemps, on a pensé que le pillage de monuments constituait l'aveu implicite d'une infériorité technique et artistique en même temps que la reconnaissance admirative des œuvres de l'époque précédente. Il semblerait que nous soyons face à un phénomène plus complexe. Afin de bien comprendre ce phénomène, il est nécessaire de connaître la vision que portaient les hommes du Moyen Âge sur l'Antiquité et sur l'Empire romain. Bien évidemment, pendant le millénaire qu'a duré le Moyen Âge, cette vision a évolué. Pendant l'Antiquité tardive, c'est-à-dire environ du 5e au 8e siècle, on voit l'effondrement de l'Empire romain, mais également d'une bonne partie des institutions, des pratiques sociales et des cadres de référence intellectuels. L'effondrement du modèle gréco-romain et la chute de l'Empire au 5e siècle laissent les habitants face à un immense patrimoine architectural que plus rien ne justifie. Ainsi, beaucoup de bâtiments, qu'ils soient publics ou privés, se retrouvent sans entretien car plus aucun pouvoir n'est là pour s'en occuper ou à la volonté de les sauvegarder. Il faut ici bien comprendre que cette population vit en côtoyant ces monuments qui ne suscitent alors ni étonnement ni admiration. Il est alors logique pour eux de vivre en les aménageant ou en les détruisant. L'intérêt pour le passé devient alors plus utilitaire que culturel. Nous sommes en conséquence face à une progressive redistribution des espaces et des biens. Durant l'Empire romain, les empereurs édictent parfois des ordonnances pour protéger les monuments publics et éviter le remploi de leurs pierres. C'est le cas en 376 lorsque Valens, Gratien et Valentinien édictent une ordonnance qui défend aux bâtisseurs de maisons d'employer des marbres et des pierres en provenance de monuments publics. À la chute de l'Empire romain, les monuments ont progressivement perdu leur sens et leurs usages. Les plus grands édifices sont alors transformés en carrières, récupérés ou dénaturés, d'autant plus que nous sommes dans une période où la tradition artisanale est largement en perdition. Dès 391, Théodose interdit toute célébration de culte autre que le culte chrétien. La perduration de cultes et pratiques païennes, ainsi que l'attachement des hommes à leur environnement et à leur temple, poussent les évêques à vouloir transformer plutôt que détruire. Leur mission première est d'évincer des campagnes toute trace de paganisme. Les nombreux rappels à l'ordre nous montrent bien que les coutumes païennes ne cessent pas du jour au lendemain. Nous sommes toutefois face à un paradoxe puisque les clercs et les hagiographes cherchent à établir une filiation avec un passé glorieux. Pour preuve, prenons l'exemple de Rome qui devient très rapidement et pour longtemps la plus importante mine de matériaux prestigieux pour les constructions réalisées à Rome et plus largement en Italie et dans plusieurs pays d'Europe. Ainsi, Théodoric, au 5e siècle, fait piller les monuments de Rome pour décorer son palais de Ravenne. Selon lui, l'or peut être prélevé partout où il n'a plus de maître. Rappelons ici la phrase de Grégoire le Grand. Ne détruisez pas les temples païens, mais seulement les idoles qui se trouvent dedans. Pour le monument, aspergez-le d'eau bénite, élevez-y des autels, placez-y des reliques. On comprend donc aisément que l'heure est au remplacement d'une religion par une autre. Les exemples d'églises implantées dans des monuments païens sont nombreux, et ceux de Rome sont les plus parlants et les plus connus. Ainsi, entre 526 et 530, Félix IV convertit la salle d'audience du préfet en église dédiée à saint Côme et à saint Damien. Et au VIe siècle, le Sénat du Forum devient l'église Saint-Adrien. Il y a ici une incontestable volonté de remplacer les signes de l'opulence du passé par des marques chrétiennes. Les clercs s'intéressent alors aux monuments afin de combattre leurs croyances. Dès le 8e siècle, le rapport à l'Antiquité va évoluer. La chute de l'Empire romain est déjà loin. Elle est en rupture avec l'époque et le modèle culturel et social actuel. Le regain pour l'Antiquité débute au 8e siècle, notamment lors de la Renaissance carolingienne. Charlemagne revendique l'Empire d'Occident et se pose donc en héritier de la grandeur romaine, ce qui induit bien entendu des conséquences culturelles. La création de nombreux monastères va rétablir, voire créer les connexions entre les élites de l'Europe savante. La redécouverte de la tradition classique peut alors débuter, et l'engouement pour l'antique est à son apogée. L'épisode de Charlemagne faisant venir de Rome des colonnes et des marbres afin d'orner Aix-la-Chapelle et Saint-Riquier est bien connu. De nombreux blocs d'exception, tels que des statues, des cipes ou encore des sarcophages et des colonnes, sont avidement recherchés pour la décoration des églises. Suite à ce siècle, cette vision va subir un bouleversement, notamment lors du règne des empereurs ottoniens. Nous pouvons dès lors noter une forme de crainte envers l'Antiquité. En effet, les textes des auteurs antiques sont enfermés dans les monastères et parfois même dans des bibliothèques séparées. Le réel tournant s'effectue au XIe et XIIe siècle. Ces siècles représentent sans conteste une grande période de construction qui va conduire, on s'en doute, à de nombreuses découvertes. En effet, l'essor de l'Occident incite à construire et à défricher.
Mais c'est réellement au XIIe siècle que se développe une réflexion axée sur le passé. En effet, toutes ces découvertes, mais aussi toutes ces ruines encore en élévation qui parsèment la chrétienté, poussent les hommes à se poser des questions. Les témoignages de trouvailles antiques sont alors fréquents. Bien entendu, le nombre de ces témoignages se densifie à cause du nombre de constructions, mais aussi parce que les clercs sont plus attentifs aux découvertes. Nous voyons parfois la protection de vestiges antiques à travers des édits, des ordonnances, ce qui montre dès lors un attachement et une conscience des hommes envers leur patrimoine. Ainsi, en 1162, le Sénat de Rome ordonne la restauration de la colonne Trajane et voulut qu'elle reste intacte tant que le monde durerait pour honorer le peuple romain tout entier. Les grands abbés des XIe et XIIe siècles, et plus particulièrement ceux de Cluny et de Saint-Denis, ont tous fait un pèlerinage à Rome et ont par là même ramené une connaissance directe des monuments de l'Antiquité. Les multiples découvertes poussent les clercs à vouloir réutiliser les objets découverts, et notamment les vases trouvés lors des excavations. Ils décident alors d'inventer une prière afin de christianiser ces vases païens. Si les poteries païennes entrent dans la liturgie chrétienne, c'est bien qu'elles ont une place importante dans la conscience des hommes. Dès les XIe et XIIe siècles, les capacités techniques des constructions égalent celles de l'Antiquité. Le goût et le retour à l'antique vont aussi être percevables grâce à la vision d'une volonté de copie des motifs antiques. L'engouement pour l'art antique s'estompe dès le XIIIe siècle. Peu à peu, les chroniqueurs cessent de célébrer les monuments romains. Dès le début du XIIIe siècle, les études classiques sont en déclin. La foi devenant plus ardente entraîne une diminution de la curiosité des clercs envers l'Antiquité. Bien que l'Italie s'engage rapidement dans un mouvement de retour à l'Antiquité, les autres nations relâchent leur intérêt pour ce passé. Citons ici une phrase de Jean Adhémar, « L'engouement pour l'antique se refroidit. Les chroniqueurs cessent de célébrer les monuments romains ou les sculptures anciennes de leur ville. Les collectionneurs ne font plus la chasse aux œuvres d'art antiques. Les artistes négligent les bas-reliefs de marbre et les diptyques consulaires. Au début du XIIIe siècle, les humanistes ont disparu. Les études classiques dans les écoles conventuelles ou abbatiales ont en quelques années décliné jusqu'à tomber à rien. La curiosité des clercs s'est effacée devant les exigences d'une foi plus ardente. Ceci va entraîner un changement profond de la perception de l'histoire des monuments antiques encore en élévation. Dès la première moitié du XIIIe siècle, lorsque la notion d'antique devient confuse, l'imagination populaire rattache l'ensemble des ruines romaines au cycle légendaire des chansons de geste. Entre autres, les villas et les enceintes gallo-romaines avaient, selon l'imaginaire collectif, été élevées par Charlemagne et ses preux pour se protéger et combattre les Sarrasins. Les ruines antiques sont alors rebaptisées. Prenons l'exemple du théâtre d'Arles qui est rebaptisé Tour de Roland. De plus, dès le XIIIe siècle, l'expansion urbaine atteint des dimensions importantes et les ruines romaines en font les frais. La statuaire antique va aussi être négligée car le XIIIe siècle connaît de nombreux artistes qui savent aussi bien sculpter qu'à l'Antiquité. Après cette introduction qui nous permet de comprendre quel sens pouvaient revêtir les monuments et les blocs antiques, il est temps d'aborder le thème des remplois antiques dans les Alpes-Maritimes et plus particulièrement dans les lieux de culte. Donc, dans un premier temps, il est important d'établir une typologie des remplois antiques. Donc, concernant les remplois antiques dans les Alpes-Maritimes, ce sont 44 édifices de culte comprenant des remplois antiques qui ont été recensés pour un total de 56 remplois. D'une manière générale, tout ce qui est taillé dans la pierre est susceptible d'être réemployé, allant de simples éléments architectoniques aux fragments de statues en passant par tous les types d'inscriptions, qu'elles soient funéraires, religieuses ou civiles. Le remploi d'éléments antiques ne concerne d'ailleurs pas uniquement les éléments architectoniques, puisque toutes sortes de matériaux sont susceptibles d'être réemployés. On peut prendre l'exemple des terres cuites antiques, comme les tégulés, donc qui sont les tuiles plates, ou encore différents objets en bois, tels que des poutres. Donc la première catégorie de blocs réemployés concerne les blocs en épigraphe, c'est-à-dire les blocs ne comprenant pas d'inscription. Ils sont fréquemment réutilisés puisqu'ils représentent 18 sites de notre corpus. Toutefois, l'antiquité de ce type d'ouvrage n'est pas aisément décelable. En effet, trop souvent, dans les anciens inventaires et études, la présence d'un bloc de grande dimension est associée à un remploi antique. Il est évident que, particulièrement dans un édifice construit en moellon, comme c'est le cas pour Notre-Dame d'Olive à Beaulieu-sur-Mer, qui est en haut à gauche de la diapositive, un bloc de grand appareil est un remploi, et très certainement un remploi antique. C'est précisément pour cette forme de remploi qu'il est intéressant de recouper ces données avec celles d'un éventuel
indice d'occupation antique à proximité du lieu de culte afin d'en déterminer la provenance. Nous pensons par exemple aux céramiques antiques qui peuvent être localisées à proximité, donc ces données peuvent se retrouver lors de prospection pédestre par exemple. Bien qu'ils soient anépigraphes, certains blocs peuvent aussi présenter quelques indices pouvant renvoyer à l'Antiquité. Par ces traces, nous pensons particulièrement aux traces d'usure ou aux traces conçues pour leur utilisation, donc par exemple des ornières sur des seuils de porte, comme on peut le voir sur la photo des blocs de seuil réemployés à Notre-Dame d'Olive à Beaulieu, ou encore des types de moulures, comme c'est le cas sur l'église Notre-Dame de l'Assomption à Briançonnet. Le remploi de blocs anépigraphes est rarement isolé, c'est-à-dire qu'un bloc anépigraphe est rarement réemployé seul. La deuxième catégorie de blocs réemployés concerne les cipes et les stèles. Donc les cipes et les stèles sont des blocs que l'on découvre fréquemment en remploi, puisqu'elles représentent la majorité du corpus dans les Alpes-Maritimes, soit 26 remplois. Les cipes sont des piliers de pierre servant de borne et utilisés comme stèles funéraires. Elles comportent généralement une inscription. Donc vous en avez un exemple sur la diapositive, en bas à gauche, avec un cipe qui est remployé à l'église Saint-Grégoire-le-Grand à Tourette-sur-Loup. Au contraire, une stèle peut avoir de multiples sens. C'est une dalle portant une inscription, mais qui est érigée pour commémorer un décret, un personnage, un événement, une communauté. Vous avez deux exemples de stèles réemployées. La première est réemployée dans la chapelle Saint-Jean-d'Ongrand à Peille, et la seconde est réemployée à l'église Notre-Dame de l'Assomption à Briançonnet. La troisième catégorie importante concerne donc les urnes cinéraires et les sarcophages. Donc notre corpus comprend 4 urnes cinéraires et 3 sarcophages. Donc vous avez ici, donc en haut à droite sur la diapositive, une urne cinéraire double réemployée à Notre-Dame-du-Brusque à Châteauneuf-de-Grasse, une urne cinéraire simple réemployée à l'église Saint-Jacques-le-Majeur à Bar-sur-Loup, et enfin un sarcophage réemployé dans le cloître de l'abbaye de Lérins à Cannes. Ainsi, donc, les lieux de culte employant des inscriptions sont fréquents. Celles-ci sont généralement disposées dans des endroits visibles et très souvent mises en valeur. Les exemples et les emplacements peuvent se multiplier. Il est alors fréquent de retrouver des inscriptions remployées dans des élévations visibles, comme nous venons de le dire, dans des ensembles réservés à une certaine population, donc comme c'est le cas pour l'abbaye de Lérins, ou encore dans des endroits importants des édifices tels que des pieds droits de porte, à Châteauneuf-Villevieille par exemple, ou encore pour la construction de bancs, voire pour des supports d'autels comme c'est le cas à Tourette-sur-Loup. Dès lors, nous pouvons nous poser la question, pourquoi remployer des blocs? Il est dès lors admis que le remploi d'éléments lapidaires répond à des sens et des usages précis. 3 fonctions au réemploi de blocs sont attestées, le remploi en vue d'un but utilitaire, d'un but symbolique et d'un but esthétique. Dès le XIe siècle, on constate clairement une volonté de construction de la mémoire des lieux, notamment en créant des monuments qui entretiennent une renaissance de la mémoire des origines. Le fait que nous attribuons à un remploi un sens symbolique ou non doit passer par un discours plus général, dans lequel nous devons prendre en compte à la fois le lieu, le type d'édifice, la présence ou non d'un site antique à proximité du lieu de culte, l'époque de réutilisation du bloc, sa mise en valeur ou non, sa qualité et la présence ou non d'autres remplois antiques dans l'édifice cultuel. Concernant le sens utilitaire. Le remploi peut être qualifié d'utilitaire, c'est-à-dire que le bloc est utilisé comme un simple matériau de construction. Les bâtisseurs réutilisent alors les matériaux déjà travaillés, pouvant être remployés tels quels, ou à moindre effort de taille. Dans notre corpus, nous sommes la plupart du temps face à des blocs de moyen appareil ou de grand appareil, c'est-à-dire de moyenne ou de grande dimension, et situés en général à proximité d'un site antique. Il est d'ailleurs évident qu'en cas d'absence de site antique à proximité ou d'un appareillage sortant de l'ordinaire, il nous est quasiment impossible de définir si le bloc est d'origine antique, notamment lors de la réutilisation de moellons antiques. Le remploi utilitaire répond donc principalement à 2 logiques différentes.
Premièrement, on a des blocs disponibles à proximité de la nouvelle construction et on les récupère car ce sont des matériaux à faible coût. Deuxièmement, on récupère, voire on va chercher une certaine distance des blocs afin de répondre à une difficulté technique. C'est principalement le cas pour le remploi de colonnes, donc qui sont également des blocs en épigraphe. Le remploi utilitaire répond donc à une logique économique, technique et pratique. La seconde catégorie donc, concerne le sens esthétique. Donc, comme son nom l'indique, on emploie le bloc uniquement pour son aspect esthétique. Nous ne développerons pas plus cet aspect car il se généralise pendant l'époque moderne, notamment pendant la Renaissance. La troisième catégorie concerne le sens symbolique. Donc parler d'un emploi symbolique induit quelque chose de réfléchi. Mais quel sens prend-il? Là encore, de nombreux sens lui sont portés. Sens qui dépendront une fois encore de l'époque de réutilisation, du type d'édifice, etc. Ainsi, le remploi renvoie soit à une image de l'Antiquité négative, soit à une image positive. Par conséquent, dans une vision négative de l'Antiquité, la mise en place d'un remploi antique peut alors renvoyer à une victoire du christianisme sur le paganisme. Le bloc reste païen, et le christianisme a eu, en quelque sorte, raison de son sens premier. Sa réutilisation rappelle aux hommes que le christianisme a vaincu le paganisme. Nous serions alors ici face à une sorte de damnation de la religion païenne par la religion chrétienne, et ces remplois appuient le fait que le christianisme dissipe le souvenir du paganisme. Remployer un bloc peut aussi renvoyer une image positive de l'Antiquité. En quelque sorte, il est là pour montrer que le site est ancien, son occupation aussi, et que par là même, celui-ci a fait ses preuves. Nous avons ainsi une sacralité de l'espace qui passe par un imaginaire d'ancienneté. L'emplacement où se trouve le remploi compte alors beaucoup pour dire si nous sommes face à un remploi symbolique ou non. Pour illustrer un remploi théâtralisé, nous pensons au cas de Châteauneuf-Villevieille et notamment à deux remplois actuellement au lever de l'édifice. Donc ces deux autels encadraient le portail de l'église. La théâtralisation et l'aspect symbolique étaient alors évidents puisque les blocs en situation de pied droit étaient l'accès principal des fidèles pour entrer dans l'église. Ces deux remplois plaçaient alors les fidèles face à un imaginaire d'ancienneté du site. L'idée de symbolisme passe aussi par la mise en place de blocs antiques dans les lieux les plus saints de l'édifice. Prenons l'exemple du cypre employé sous forme d'autel à Tourette-sur-Loup, donc que vous avez en bas à droite de l'image. L'usage de blocs antiques utilisés pour la construction de la ou des premières assises visibles d'un édifice religieux peut aussi nous faire penser que le commanditaire de l'Église veut faire apparaître un certain symbolisme à cet acte. Nous pouvons ainsi renvoyer cet aspect symbolique à une volonté de montrer que l'Église s'appuie sur des fondations anciennes et solides, donc comme c'est le cas pour la stèle réemployée à l'église Notre-Dame de l'Assomption à Briançonnet que vous avez en haut à droite de la diapositive. Dans tous les cas, le bloc employé perd alors son sens premier, son sens antique, par exemple un sens funéraire dans le cadre de sarcophages, pour en prendre un nouveau. Le remploi d'éléments antiques s'ancre dans une volonté plus importante de création d'une ambiance ancienne. Nous avons donc une forme de justification de l'espace qui passe en quelque sorte par la création d'un faux passé, ou par la mise en valeur d'une forme de continuité, qu'elle soit réelle ou pas d'ailleurs. Donc dans les Alpes-Maritimes, ce qui a pu ressortir de l'étude que nous avons menée, c'est que la majorité des sites comprenant des remplois antiques sont localisés relativement proches du littoral. Donc vous pouvez le voir sur la carte ici présente, qu'en effet une grande part des sites est localisée à moins de 20 km à vol d'oiseau du bord de mer. Ainsi, 32 communes sont situées dans ce que nous appellerons la zone littorale, soit un peu plus de 70% des sites étudiés. Parmi ces 32 communes, 8 sont réellement sur la côte, soit un peu moins de 15% des sites, c'est-à-dire à moins de 3 km du bord de mer. Ces 8 communes sont Beaulieu-sur-Mer, Biot, Cannes-sur-Mer, Cannes, avec notamment les îles de l'Érins et l'île Saint-Honorat, Èze, Saint-Jean-Cap-Ferrat, La Turbie et Villeneuve-Loubet. Parmi les 32 communes de la zone littorale, se trouve une bonne part des sites les plus importants du corpus et surtout les sites les mieux documentés. Ainsi, la majorité des sites appartenant à notre corpus et ayant fait l'objet de fouilles se trouvent dans la zone des 20 km. Ces sites sont localisés notamment à Carros avec Notre-Dame de Colas et Notre-Dame des Selves, à Beaulieu-sur-Mer avec Notre-Dame d'Olive,
à Châteauneuf-de-Grasse avec Notre-Dame-du-Brusque et à Villeneuve-Loubet avec la chapelle Saint-Andrieu. Donc voilà, vous avez ici sur les diapositives quelques exemples, notamment pour le remploi de colonnes que nous n'avions pas vu jusque-là, donc avec le remploi de colonnes au monastère fortifié de Lérins, où le cloître du monastère fortifié est construit avec des colonnes antiques réemployées. Vous avez le cas d'une colonne remployée à la Madone des Prés à Lévins, d'une inscription à Notre-Dame de l'Assomption à Châteauneuf-Villevieille, et enfin le remploi d'une inscription à l'envers à Notre-Dame de Colas à Carros. Donc ce type de remploi est intéressant puisque le remploi est remployé à l'envers. Voilà, la question est de savoir pourquoi. Est-ce dû à une incompréhension et à l'illettrisme des bâtisseurs ou à une volonté symbolique de remployer ce remploi à l'envers. La zone des 20 km est intéressante également, puisque tous les types de blocs en emploi y sont représentés. Si les blocs en épigraphe sont représentés par les cas de Beaulieu-sur-Mer, de Bain-des-Jains, de la chapelle de la Trinité sur l'île Saint-Honorat ou encore de Tourette-sur-Loup, les remplois de colonnes sont représentés par les sites de Levins et du monastère fortifié de Saint-Honorat, et les remplois d'inscription par les sites de Bar-sur-Loup, de Lérins, de Mougins, de Châteauneuf-de-Grasse, ou encore de Coursegoule. Ensuite, donc sur les zones un petit peu plus lointaines, des zones que nous avons appelées arrière-pays, c'est-à-dire des zones situées à plus de 20 km à vol d'oiseau du littoral. Donc il est intéressant de voir qu'une diagonale des sites coupe d'est en ouest le département. Ces sites sont localisés entre 30 et 40 km du bord de mer. Ces 12 sites présentent en effet un ou plusieurs emplois antiques dans l'édifice. Parmi ces sites, certains peuvent être qualifiés de mineurs, à l'instar du site de Gare, qui représente un seul bloc en emploi, donc que vous avez à droite sur la diapositive, avec un bloc réemployé donc, au niveau du pied droit pour accéder au cimetière. Cependant, certains sites de l'arrière-pays connaissent une occupation importante qui se traduit par la présence de plusieurs blocs en emploi. Principalement, donc, deux sites peuvent être évoqués ici, Briançonnet et Val-de-Blore. Le cas de Val-de-Blore est intéressant, il n'y a pas eu de réelle étude effectuée sur cet édifice, ni de datation totalement aboutie. Il semblerait toutefois que l'on soit face à un édifice de l'an 1000, tout du moins pour certaines parties, notamment pour la crypte centrale, endroit où se trouvent les blocs en remploi. Donc des blocs en calcaire, semble-t-il antiques, ont été remployés en colonnes dans la crypte. Ces colonnes, à la base quadrangulaire, ont été retravaillées. En effet, les ouvriers ont abattu grossièrement les angles des blocs afin de leur donner un aspect circulaire. Des travaux à proximité de l'édifice ont permis de mettre au jour des sépultures sous tuiles. Est associée à cette nécropole une monnaie de Philippe l'Arabe, c'est-à-dire renvoyant au IIIe siècle. À l'intérieur de l'édifice, un bloc est réemployé. Au vu de l'abondance des vestiges et indices antiques, il n'est pas à exclure que le site de Val-de-Blore ait connu une occupation antique d'une certaine importance, telle qu'une agglomération secondaire ou une villa. Le site le plus éloigné du littoral est celui de Saint-Étienne-de-Tinée, et plus précisément de l'église Saint-Ériche-d'Auron. Nous n'avons malheureusement que très peu d'informations concernant ce site, étant donné que la chapelle est actuellement enduite, donc ce sont en fait des informations assez anciennes, et notamment qui datent du XIXe siècle, lors de travaux de restauration. Pour conclure, la question que nous pouvons nous poser est de savoir pourquoi les sites littoraux sont les plus représentés. Plusieurs hypothèses peuvent être posées. La première hypothèse qui nous viendrait naturellement à l'esprit est qu'une sous-représentation des sites antiques à l'intérieur des terres est effective, et une plus grande difficulté à approvisionner ces sites de montagne en matériaux antiques. Toutefois, de multiples voies de communication antiques sillonnent le département, à l'instar de la voie de communication qui relie Gare à Vergon et celle qui relie Saint-Aubin à Entrevaux, ou encore la voie située à proximité de Clans.
Il est vrai que la majorité des grands pôles d'occupation antique sont situés dans la zone des 20 km, à l'instar des principales cités que sont Antibes, Cimiez, Nice et Vence. Toutefois, certaines cités antiques se développent dans des zones plus éloignées, à l'instar de Briançonnet ou encore de Glandève. Donc, bien que située dans les Alpes de Haute-Provence, cette cité est proche du département des Alpes-Maritimes. On comprend bien ici que ces deux cités sont de toute manière desservies par d'importantes voies de communication. Bien entendu, les sites du littoral sont d'ordinaire plus simples d'accès, de par notamment le dénivelé généralement moins important, même si certains sites situés à moins de 20 km du littoral peuvent présenter un relief important et un accès compliqué, comme c'est le cas pour Gourdon et pour Peille. L'éloignement du littoral ne justifie à notre sens pas le net manque de sites au-delà de 20 km, et qui plus est au-delà des 40, puisque un seul site a été découvert. Ainsi, la question que l'on peut se poser ici est de savoir si nous ne sommes pas simplement face à des manques de connaissances sur ces territoires. Des prospections systématiques de ces territoires pourraient venir compléter le corpus, puisque les prospections permettent alors d'évaluer le potentiel archéologique d'un site, et notamment d'apporter des indices quant à ses époques d'occupation. Ainsi, la présence de céramique antique à proximité d'un site reste un bon indice sur une occupation. Une grande part des lieux de culte présentent des murs qui sont enduits, donc le suivi archéologique des travaux sur les édifices permettrait sans nul doute de compléter les informations, notamment dans les zones reculées, et d'agrandir ainsi le corpus. La présence d'un remplot antique est donc rarement un acte anodin, surtout dans les lieux saints. La réutilisation d'un bloc est donc un acte lourd de sens, duquel nous pouvons tirer de nombreux renseignements, de sens et de nature hétéroclite. Le remploi peut également être appréhendé comme étant un indice d'occupation antique. L'exemple de Notre-Dame d'Olive est parlant. En effet, la présence de nombreux blocs antiques en remploi laissait penser qu'un site antique était localisé à proximité. Des fouilles archéologiques menées au début du XIXe siècle et du XXe siècle l'ont confirmé, puisqu'un site antique, probablement une villa, est localisé sous l'église. Les exemples se multiplient, notamment avec Notre-Dame du Brusque à Châteauneuf-de-Grasse et d'autres sites. Je vous remercie pour votre attention, en espérant que cette conférence vous ait plu.